Dimitri Pavlenko. 8h41, pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Vous vous rappelez, c'était ce que disait Emmanuel Macron au début de la pandémie, dans une formule un peu facile, mais assez parlante. Alors à l'âge des grandes émotions, 20 ans, à l'âge où les expériences vous marquent ta vie, le Covid laissera des traces, moins dans les poumons que dans les têtes. Alors justement, nos jeunes, qu'ont-ils dans la tête? Iront-ils voter à la présidentielle? Question parmi d'autres. Nous sommes à 65 jours du premier tour. Et la jeunesse, on en parle ce matin avec Olivier Galland. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et sociologue spécialiste des questions de jeunesse. Bonjour Olivier Galland. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous publiez pour l'Institut Montaigne avec votre confrère historien et sociologue Marc Lazare une étude baptisée Jeunesse plurielle que vous allez nous présenter. Ce sera la base de notre conversation avec Philippe Val qui est revenu avec nous. Rebonjour Philippe. Et Rachel Kahn qui nous a rejoint. Bonjour Rachel. Bonjour Dimitri. Je commence avec vous Olivier Galland, cette étude Jeunesse plurielle qui est disponible en ligne. Vous pouvez la consulter vous-même. Elle passe au crible un assez large spectre de préoccupations de la jeunesse. J'aurais d'abord un petit mot sur la méthodologie, c'est toujours intéressant. Comment vous avez travaillé D'abord, si vous voulez, ce qu'on voulait faire, c'est une enquête sur un gros échantillon. C'était important parce que il nous semble qu'on a souvent une image un peu faussée de la jeunesse. 100 jeunes ne peuvent pas dire voilà, vous voyez, les enquêtes par sondage, c'est 1000 personnes, il y a peut-être 100 ou 200 jeunes. Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Voilà, 100 ou 200 jeunes. Donc on ne peut pas voir la diversité de la jeunesse. Et puis aussi, la jeunesse qui s'exprime, la jeunesse qu'on voit dans les médias, dont on parle dans les médias, c'est souvent une jeunesse mobilisée, politisée, voilà, mais c'est pas toute la jeunesse. Oui. Donc nous, notre objectif, c'est véritablement d'avoir un gros échantillon avec des quotas renforcés pour bien avoir toute la diversité de la jeunesse et je crois qu'on a atteint cet objectif. 8000 jeunes, vous avez interrogé 8000 jeunes de 18 à 24 ans, ils sont tous nés donc après l'an 2000, c'est la génération Z, comme on la baptise. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on l'appelle génération Z. Vous savez où? Non, ouais. enfin, bon. Bref. Qu'est-ce qu'il y a après le Z? Il n'y a plus grand-chose, en tout cas, c'est un peu cette idée-là. Alors, on les dit plutôt écolo, on les dit plutôt de gauche, les jeunes, et on se rend compte à la lecture de votre étude que ça n'est pas vrai, ça n'est pas tout à fait vrai, en tout cas. Vous distinguez 4 jeunesses, Olivier Galland, dans votre étude. Et quelles sont-elles, ces 4 jeunesses? Voilà, alors, on a distingué effectivement, à partir essentiellement de leurs attitudes sociétales et politiques, 4 groupes de jeunes. Alors, le premier, le plus important, on les a appelés le plus important, c'est-à-dire ils représentent 39% de l'échantillon, on les a appelés des démocrates protestataires. Alors démocrates parce que oui, ils croient à la démocratie représentative, et protestataires parce que ils préfèrent plutôt s'exprimer politiquement, par exemple en manifestant ou en relayant des... Ils sont plutôt engagés, ceux-là. Voilà, non, je dirais qu'ils sont mobilisés, ils sont intéressés par les sujets sociétaux, l'écologie, le genre, mais il ne se passe pas tellement sur le plan politique. Oui. Vous voyez, ils sont un peu retraits sur le plan politique. Alors vous les qualifiez, vous le dites, c'est un profil plutôt de jeunes diplômés, plutôt bien nés, favorisés, métropolitains, voilà. vivant en ville. Plutôt optimiste, anti-violence aussi. Oui, c'est ça. Oui. Alors, quelle est la différence avec les révoltés? Voilà, c'est ça. Ce groupe des démocrates protestataires, ce sont surtout les femmes. C'est très important parce que on a véritablement des écarts assez importants entre les garçons et les filles dans cette enquête. Oui. Surtout des femmes. Et effectivement, 2 niveaux d'études plutôt élevés et issus de familles plutôt avec un haut capital culturel. Donc voilà les démocrates protestataires. Oui. Deuxième groupe, les désengagés. Alors eux, c'est l'opposé. Alors voilà, c'est total. Absolument l'opposé complet de ce premier groupe. Alors ce sont des jeunes dont on parle jamais. C'est un peu une jeunesse invisible, si vous voulez. Et là, effectivement... plutôt ruraux, plutôt ouvriers. Voilà, plutôt ruraux, plutôt invisible, des familles... mais 26% quand même. Oui, 26%. Donc c'est très important. D'ailleurs, c'est un motif d'inquiétude pour la démocratie. Hein. Ces jeunes-là, ils sont pas violents, ils ne sont pas contre la démocratie, mais ils ne participent pas ou très peu au jeu démocratique. Ils représenteront probablement des gros bataillons d'abstentionnistes aux prochaines élections. Alors on passe sur les 2 derniers groupes. Vous avez les révoltés. Alors eux sont, je les décris, 22%, hein, donc un petit quart, malheureux, pauvres, sensibles aux questions de racisme, image négative de la politique, profil plutôt révolutionnaire. C'est quoi? C'est les enfants de la banlieue, c'est ça? Pas seulement. Ce sont des jeunes d'origine populaire plutôt, de faible niveau d'études. Et surtout, ce qui nous a frappé, c'est que ce sont des jeunes en difficulté personnelle. Ça, on en parle assez peu dans les enquêtes sociologiques, si vous voulez. On a un indicateur de détresse psychologique dans notre enquête.
Et ces jeunes-là sont très souvent en détresse psychologique. Ils sont un peu déracinés aussi. Ils se sentent attachés à aucun territoire, vous voyez. Bon, ce sont des jeunes un peu en déshérence et qui connaissent aussi des difficultés matérielles qui alimentent peut-être leur sentiment de révolte. Et il y a un dernier groupe, les intégrés transgressifs. Ils sont 13%. Alors eux, plutôt bien intégrés dans la vie sociale, mais tendance à... une tendance un peu séditieuse, on va dire. Moi, je les appelle les acheteurs de Bitcoin. C'est un peu ce profil-là, quoi. Voilà. Mais alors, vous avez lu l'étude, vous, Philippe Val, on va faire circuler le bâton de parole. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette image de la jeunesse qui est, mais alors, quand même assez éloignée de l'image de la jeunesse qu'on peut avoir de celle de votre génération, la génération des parents de ces enfants, en fait. Oui, enfin, les démocrates protestataires ressemblent beaucoup à toute une jeunesse d'après-guerre, quand même. Oui, bien sûr. Qu'on retrouve majoritairement, après, dans la période des Trente Glorieuses, voilà. C'est les héritiers de mai 68, ces démocrates protestataires? Oui, parce qu'au fond, ils détestent pas le système politique dans lequel ils vivent, parce qu'ils savent très bien qu'ils en tirent des bénéfices, des libertés, des droits, enfin tout ça, ils sont tout à fait conscients de ça. En revanche, moi, ce qui m'a frappé dans cette étude et qui m'inquiète le plus, c'est que 51% seulement adhèrent encore en quelque sorte au principe de la démocratie. Ça veut dire 49% ne comprennent pas l'institution démocratique et n'y adhèrent pas. Et ça, je trouve que c'est énorme. Je trouve que c'est un chiffre qui est effrayant. Et qu'on ressent. Alors moi je ne sais pas, je pense que je parle, après c'est une question en fait que je formule, est-ce que notre société a négligé la culture démocratique? Moi je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est la mémoire de la guerre qui a entretenu l'amour pour la démocratie. Mais à mesure que cette mémoire s'efface, il y a une espèce d'inconscience démocratique qui fait qu'on en arrive là. Vous avez déjà développé cette thèse. Oui. On a pensé que c'était acquis, en fait. On a pensé que c'était un acquis et que finalement la transmission, elle se faisait tout à fait naturellement, sans faire de piqûre de rappel. Oui, alors moi, ce que je vois dans notre enquête, d'après les résultats de notre enquête, si vous voulez, c'est que je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Il y a un discrédit général du système politique. Alors on a 68% des jeunes qu'on a interrogés, par exemple, qui pensent que les hommes politiques sont corrompus. Mais c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ce qui est faux. Bien sûr. Mais c'est vrai aussi des autres générations. Hein. Donc ça, c'est un sentiment général. Est-ce qu'ils vous ont donné une définition de la corruption? Est-ce que ça va, c'est ce qu'on prend des mains d'argent? Ou est-ce que ça veut dire, je fais des promesses et je ne les tiens pas, la parole non tenue signifiant la corruption? Voilà, en tous les cas, ça exprime un discrédit profond, voire un dégoût du système politique, si vous voulez. Oui. Et ce qui se passe, je pense, c'est que dans les générations plus âgées, au fond, il y a un effet déceptif, mais malgré tout, ces générations ont été socialisées à la politique, ont l'habitude de voter, ont l'habitude de... Voilà. Ils ont grandi aussi à une époque où les partis étaient puissants, ce qui n'est plus le cas d'aujourd'hui. Alors que chez les jeunes qui rentrent dans la politique... Parlez face au micro, Olivier Callin, s'il vous plaît. Qui rentrent dans la politique, cet effet de discrédit est absolument délétère. Et je pense qu'il introduit en plus un clivage à l'intérieur de la jeunesse qu'il renforce. Parce que chez les jeunes, ce qu'on voit bien dans notre enquête, si vous voulez, l'effet culturel joue très fortement. C'est-à-dire entre les familles qui ont un haut capital culturel et ceux qui ont un faible capital culturel, la socialisation politique ne joue pas du tout de la même manière, évidemment. Alors là, excusez-moi, juste, vous dites dans votre enquête quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. C'est que les enfants qui ont des parents, enfin qui vivent dans des appartements ou des maisons où il y a des livres s'en sortent mieux. La présence de livres dans les maisons est décisive. Et c'est quelqu'un qui lit Montaigne sur son téléphone portable qui parle. Mais Rachel Kahn, je voudrais vous interpeller parce que vous avez signé un livre Racé l'année dernière. Et alors c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une conscience politique chez les jeunes qu'on retrouve, notamment chez nos démocrates protestataires, mais aussi chez nos révoltés. On voit que sur 4 catégories, on en a quand même, et même chez nos intégrés transgressifs, sur 3 catégories sur 4, il y a quand même une politisation qui d'ailleurs est très intéressante, c'est qu'elle est
extrêmement catégorisés. Et ça ressortait dans votre livre, Rachel Kahn, voilà, l'inclusivité, la sensibilité à la question du sexe, à la question du genre, etc. etc. Absolument. Mais ce qui est intéressant, effectivement, cette étude, elle est extraordinaire parce qu'on sent vraiment le réel et la pluralité des jeunes. Je pense, par exemple, dans ce qui était dans Racé, ce qui était pointé du doigt, en tout cas énoncé, c'était le wokisme. Et là, on s'aperçoit qu'au fond, ça n'imprègne pas tant que ça. Ça reste minoritaire. Ça reste quand même minoritaire et ça, il faut le rappeler. On est très souvent sur les réseaux sociaux et on voit ce wokisme à la loupe et là, finalement, c'est beaucoup plus mesuré. En revanche, sur les questions de la police, j'étais très surprise du pourcentage de gens qui seraient prêts, de jeunes qui seraient prêts à se battre contre cette institution-là, la police. Oui, absolument. Alors ça nous a beaucoup frappé, effectivement. La jeunesse n'est pas massivement woke. Voilà. Alors, si vous voulez, comment on est arrivé à ce résultat ? Je pense que les enquêtes qui prétendent que la jeunesse est massivement gagnée par le wokisme, elles ont un petit défaut, si vous voulez, c'est qu'elles n'interrogent souvent les jeunes que sur cette question. Voyez ? Et donc, on ne trouve que ce qu'on cherche, en quelque sorte. Et nous, on les a interrogés sur une palette beaucoup plus large de questions sociétales. Et quand on fait ça, on voit que la question des inégalités, la question de l'environnement, la question de la faim dans le monde, la question du terrorisme sont des questions jugées plus importantes que, par exemple, les questions de genre ou de droit LGBT, même s'il y a quand même un tiers des jeunes... C'est un rapport avec le wokisme. Voilà. On relève quand même aussi des contradictions, mais peut-être vous pouvez nous éclairer, Olivier Galland, par exemple, sur les questions d'argent. On voit que 59% des jeunes trouvent les questions d'argent difficiles. En même temps, c'est vrai que c'est pas à 20 ans qu'on est le plus riche dans sa vie. Mais de l'autre côté, ces mêmes jeunes vous disent, moi, mon travail, je vais pas le choisir en fonction du salaire. Non, c'est la question du sens. On dit toujours ça, les jeunes sont attachés au sens de leur activité. Ça ressort quand même assez majoritairement. Est-ce que ça n'est pas contradictoire, ces deux réponses-là ? Non, je crois pas que ce soit contradictoire. Les jeunes veulent d'abord trouver un travail qui les passionne. Ça n'empêche pas que ils vont arbitrer ensuite. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, voilà. Mais si vous voulez, sur le bonheur des jeunes, ça c'est un résultat fort aussi. On voit que 80% des jeunes disent qu'ils sont heureux. Bon, voilà, ça met un peu d'optimisme. Ça vous rassure, Philippe Val ? Oui, mais vraiment profondément. Parce qu'on leur a bourré la tête de fin du monde dans 50 ans. Greta Thunberg est soi-disant l'icône. Et or, on se rend compte que 80% des jeunes se disent heureux. Et ça fait plaisir. Parce que c'est que si on ne se dit pas heureux, même si on a des soucis, on a des inquiétudes sur l'avenir quand on est jeune et c'est normal, on est... D'ailleurs, votre enquête montre quelque chose. Des tendances, c'est comme si la crise d'adolescence continuait jusqu'à 25 ans, un peu. Il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là dans l'enquête. C'est-à-dire, c'est une période, c'est vrai que c'est une période de la vie, quand même, qui n'est pas facile, parce que ces jeunes-là, ils occupent des emplois instables, voilà, donc, et donc, ils occupent des emplois instables et pas très bien payés, donc, effectivement, ils ont des difficultés d'argent, mais il y a un résultat très frappant de l'enquête qui moi, personnellement, m'a frappé. C'est que le fait d'être heureux, certes, est corrélé un peu aux difficultés d'argent, mais surtout est corrélé à la qualité des relations sociales qu'on entretient avec ses proches. Avoir de bonnes relations avec ses parents, voilà le facteur principal de bien-être des gens. Avoir des amis, avoir des parents avec qui on s'entend bien. Et le mal-être, c'est aussi avoir des difficultés dans la relation. C'est ce qui est souligné. Moi, ce qui m'a frappé aussi, parce qu'on parlait du wokisme, etc., c'est que, en fait, c'est les jeunes femmes qui sont absolument motrices. On a ce sentiment extrêmement fort que finalement, c'est pas de la revendication par les mots, mais par les faits, qu'on les sent vraiment habités d'une mission de reprendre la société en main. Voilà, alors ça c'est aussi un résultat fort de cette enquête, c'est le rôle très spécifique des jeunes femmes, qui sont vraiment à la pointe sur les questions sociétales, alors notamment sur les questions du genre, sur les questions de l'écologie, et ce sont celles qui sont dominantes dans le groupe des démocrates protestataires. Et ce qu'on voit lorsqu'on compare aux générations précédentes, ce sont les jeunes femmes qui ont le plus bougé sur ces questions sociétales. Et donc il y a même plus de différence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes aujourd'hui
que entre les hommes et les femmes dans les générations précédentes. Donc, ce sont elles véritablement qui font bouger aujourd'hui la société. Je vois une dernière chose peut-être sur laquelle il me semble nécessaire d'insister, c'est que je reprends votre typologie, ce groupe de 26% des désengagés. Je trouve que la proportion est quand même assez gigantesque. D'abord, voilà, et on sent qu'en fait dans cette jeunesse, entre des démocrates protestataires, mais qui sont des jeunes enthousiastes, vivants, qui se mobilisent pour des causes, on sent qu'il y a une vie sociale, une vie intellectuelle derrière ça. Et en face de ça, il y a une jeunesse qui semble totalement perdue et dont la proportion est quand même très importante. Et je vois cette fracture à l'intérieur de cette jeune génération, Philippe Val, qui est quand même assez fascinante. Oui, elle a sans doute pas mal existé, mais peut-être que la fracture territoriale était mieux vécue autrefois. Il y en avait déjà, mais elle était mieux vécue parce que la vie en dehors des grandes cités était mieux assumée. Aujourd'hui, il y a un déficit de services, il y a un déficit, c'est vrai, on paye, et c'est ça aussi vraisemblablement. Peut-être aussi que c'est l'origine. Il y a quelque chose qui est frappant. Moi, quand je vois ce que vous parlez assez vite des enfants d'immigrés ou des enfants d'enfants d'immigrés. Et avec une colère, qui sont plutôt dissidents de la société démocratique. Et moi qui ai connu cette première génération dans les années 70, ils n'étaient pas comme ça. Absolument, l'enquête le montre. Et qui estime que l'État sera toujours raciste, en fait. Voilà, alors ça, on a été très frappés par ce résultat, effectivement. 65% des jeunes musulmans, par exemple, pensent qu'ils ont affaire à une société française foncièrement raciste. Bon, donc là, il y a un gros problème, et ça alimente probablement un peu leur colère, et ça a pour conséquence aussi qu'ils sont un peu plus tolérants à l'égard de comportements de violence politique. Par exemple, qui pensent, 57% je crois, que finalement on peut s'affronter à la police. C'est ça. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Ouais. L'étude est à retrouver sur le site de l'Institut Montaigne. Merci Olivier Galland d'être venu nous en parler. Jeunesse plurielle, j'en rappelle le titre. Merci Philippe Val, merci Rachel Kahn. Merci Dimitri. Bonne semaine, bon week-end à vous.